écoutez, merci pour ces explications. J'ai quelques questions. Je ne sais pas si Madame la Présidente m'autorise. Je voudrais qu'on puisse passer plutôt dans la mission sur l'autorité et la liberté. Parce que je me pose la question de savoir si le fait d'être beaucoup plus permissif, à la fois sur l'éducation, sur les programmes, on prive pas les individus de systèmes qui étaient peut-être un peu coercitifs, mais en même temps étayants, et ce qui provoque une dispersion un peu de l'esprit et ces troubles du comportement et même ces troubles psychiatriques. Donc c'est une question presque d'autorité de la société, de programmes éducatifs aussi, où on pousse des enfants très tôt à être dans l'éveil, alors qu'avant on était peut-être plus dans le remplissage de certaines connaissances, mais qui finalement étaient quand même malgré tout étayantes, même si parce que toutes les contraintes sont aussi un petit peu rassurantes. La deuxième chose, c'est comment vous envisagez cette évolution un peu de la psychiatrie, où on a ouvert les hôpitaux psychiatriques et mis tout le monde dehors. Moi, j'ai visité récemment, quand on a le droit de le faire, une prison, la prison qui est près de chez moi. Il se trouve que la directrice de cette prison a commencé sa carrière comme directrice d'hôpital psychiatrique. Et elle me dit qu'elle retrouve vraiment les mêmes personnes, tous ceux qu'on a mis dehors, qu'elle avait dans son hôpital psychiatrique. Je caricature, mais elle les retrouve maintenant en prison. Et c'est vrai que quand on visite une prison, on entend des cris, des choses. Enfin, on a aussi quand même une partie de la population qui est comme ça assez perturbée. Donc, est-ce que vous avez ces constats aussi, de cette évolution de la prise en charge psychiatrique, qui a fait que justement que maintenant on laisse les gens beaucoup plus en liberté. Et peut-être petite remarque sur ce que vous avez dit, où il n'y a pas eu beaucoup de progrès, peut-être médicamenteux, mais tout ce qui est la neurostimulation, enfin on le voit, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau, d'assez spectaculaire. Neurostimulation, quand on voit ce qui se passe déjà sur le Parkinson, ouais. Et il y a je pense qu'on a maintenant des pistes qui peuvent être les neuropathologies. C'est pas la même chose que la psychopathologie. Voir, voilà, on n'est pas aussi loin, et comme vous dites, la reprise, moi j'étais dans un service où on faisait beaucoup de sismothérapie, oui, c'est ça. Et même malgré tout avec des résultats. Alors on était vu par, alors non mais les neuropsy, on est vu par les psychiatres comme étant des affreux, mais n'empêche que ça marche aussi. Voilà. Mais par rapport à la règle ou la permissivité, d'abord il faut dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc et deuxièmement, il y a une forte préoccupation pour le cas de l'apprentissage de la règle. Je pense dans cette société, je n'utiliserai pas un permissif, alors c'est une conséquence, disons, négative qu'on utilise ce terme, mais par exemple, vous avez un développement très fort des politiques de soutien à la parentalité. Et donc, évidemment, c'est plus compliqué aujourd'hui d'éduquer des enfants, etc., par rapport à cette diversité normative, etc. Mais vous avez des dispositifs de soutien. Alors, évidemment, toujours insuffisants, etc. Mais la manière d'agir, c'est évidemment de développer l'action publique et les dispositifs sur ces questions, avec toutes les limites des moyens, mais sans trop. Alors là, ce serait peut-être un tout petit. Je serais plus pessimiste avec vous sur le cerveau. Je suis allé voir. Il se trouve des séances comme ça d'aide à la parentalité. On s'aperçoit quelles sont les situations qui sont évoquées. Des enfants, mais même presque des bébés qui prennent l'autorité sur leurs parents. Tout ça parce que le modèle que voulaient utiliser les parents pour élever leurs enfants était quelque chose de très permissif aussi. Je veux dire, la société envoie comme message qu'il faut beaucoup laisser faire. Et au bout d'un moment, certains parents sont... Comment ? L'éducation bienveillante. Oui, voilà. Et du coup, les parents se font... Un débat, tout à fait. Ceux qui se laissent déborder complètement arrivent dans des situations pathologiques. Absolument.
Oui. La cause n'est pas dans le cerveau. C'est toujours des dysfonctionnements relationnels. Et je serais moins optimiste que mon camarade sur les progrès, c'est-à-dire la question des progrès. Enfin, j'écris un livre sur les neurosciences cognitives et la question du progrès, le progrès de la connaissance du cerveau, c'est un thème qui est récurrent. En fait, on connaît extrêmement peu de choses. Le cerveau, d'ailleurs, est considéré comme l'objet le plus complexe de l'univers. Donc, voilà. Et tous les progrès technologiques, IRM, etc., ça n'a pas amené à la fabrication d'un nouveau médicament. Les nouveaux antidépresseurs, les nouveaux neuroleptiques, ou comme on dit maintenant, antipsychotiques, qui commencent dans les années 90, ne doivent absolument rien aux neurosciences. Mais bon, à la pharmacie, la pharmacologie, la chimie, etc., etc. Donc, voilà. Et par rapport à... Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la vision, par exemple, de Lipovetsky, l'ère du vide. Bon, c'est-à-dire l'idée d'un déclin de la règle sociale, etc. Moi, je parlerais plutôt de transformation de la règle sociale qui s'accompagne de nouvelles tensions qui sont donc toutes ces tensions de l'émancipation, de l'autonomie, de la responsabilité. Mais d'une certaine manière, on ne peut pas ne pas faire société parce qu'il y a toujours des idées communes, des aspirations communes et des normes communes. Bien entendu, on peut avoir la guerre civile, etc. Mais là, on ne parle pas voilà, de ce genre disons, de situation. Oui, merci. Donc, sur la question de l'autorité, de la liberté, bon, c'est un débat philosophique presque, mais je trouve quand même que cette tension, on l'aperçoit, et peut-être que la liberté est angoissante. Peut-être que l'autorité est révoltante et la liberté est angoissante, finalement. Sur l'idée de vide, la sensation de vide, donc ça pourrait être en effet un débat passionnant, mais j'ai quand même tendance à le voir en clinique et penser que la liberté d'action peut presque paradoxalement provoquer une sensation de vide. On ne sait plus quoi faire. Et donc, voilà. Et donc finalement, quoi faire, à quoi bon, pourquoi, je me sens vide. Bon, et donc je pense que c'est un sujet, et vous avez très justement évoqué des systèmes historiquement contenants qui le sont moins. Qui le sont moins. Ça devait être confortable d'être certain quand on était ouvrier, adhérent à la CGT, militant au Parti communiste et distributeur de l'humanité le dimanche, finalement ça fait une vie occupée, remplie et finalement assez contenante. Et pareil de l'autre côté. Donc je pense qu'en effet c'est une question, une évolution sociétale fondamentale. Juste peut-être un point sur votre deuxième propos sur la désinstitutionnalisation. En effet, le fait majeur est celui de la désinstitutionnalisation ces dernières années. Vous voyez, le nombre de lits en psychiatrie, en 1981, il y avait 120 000 lits, et en 2017, on est passé à 60 000. En psychiatrie. Donc le nombre de lits de psychiatrie a été divisé par 2 entre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est considérable, c'est considérable. Et donc c'est ça l'expression pratique du mouvement de désinstitutionnalisation. Toutes les personnes qui étaient hospitalisées ne sont pas sorties dans la rue et à domicile. Certaines ont intégré le système médico-social, et notamment les foyers pour personnes avec handicap qui, lui, s'est plutôt développé. Mais en effet, une partie est allée dans la rue, ce qui pose le challenge du suivi ambulatoire. Et là, vous posez la question encore plus particulière dans les prisons pour les détenus, où on sait que la fréquence des pathologies psychiatriques est considérable et que là encore, il y a une inadéquation finalement entre le besoin de soins et l'offre de soins qui est absolument majeure. Oui, je partage.